Salut les gars. L'histoire débute avec Marin rentrant de l'école aux côtés de son père. Leur vie est marquée par la pauvreté, dans un vieux mobil-home délabré. La nuit, alors que son père regarde les informations, Marin fait semblant de lire. En réalité, elle prépare une évasion discrète. Elle a été invitée à une soirée pyjama chez son amie chérie, mais son père verrouille la porte de sa chambre chaque soir. Déterminée à sortir malgré tout, elle s'habille en silence et s'échappe par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, Marin arrive chez Chérie, où elle retrouve son amie Kim. Cette dernière lui demande des nouvelles de sa mère, une question délicate à laquelle Marin ne sait quoi répondre, car son père n'a jamais rien voulu lui dire à ce sujet. Chérie interrompt la conversation pour vernir les ongles de Kim, et l'ambiance se détend. Pourtant, quelque chose d'étrange s'installe dans le regard de Marin, elle semble soudainement obsédée par Kim, comme une prédatrice flairant sa proie. Lorsque Kim lui montre ses ongles fraîchement peints, Marin agit sans réfléchir. Elle saisit la main de son amie, mord l'un de ses doigts. Une morsure si violente qu'on en voit l'os à vif. Paniquée par ce qu'elle vient de faire, Marin s'enfuit en courant, le visage couvert de sang, et regagne sa maison. Son père comprend immédiatement ce qui s'est passé. Sans poser de questions, il lui ordonne de préparer ses affaires au plus vite. Ils doivent partir avant que la police n'arrive. Un mois plus tard, dans une autre maison tout aussi misérable, Marin se réveille seul. Son père a disparu. Il a laissé un peu d'argent, son certificat de naissance et une cassette audio. Sur l'enregistrement, sa voix tremble, il raconte combien il a essayé de vivre avec elle, mais qu'il n'en a plus la force. Il avoue aussi qu'enfant, elle avait déjà dévoré sa babysitter, Penny, ce qui les avait forcés à changer d'identité. Dévasté, Marin s'effondre. Puis, le lendemain, elle quitte la maison et se rend à la gare routière Greyhound. Sans destination précise, elle achète un billet pour Columbus après avoir réussi à convaincre la guichetière avec un paquet de chips Taki. Pendant le trajet, elle continue d'écouter la cassette, les larmes aux yeux. À son arrivée à Columbus, la nuit tombe. C'est là qu'elle croise un homme étrange nommé Sully. Il la fixe, la renifle presque, puis lui dit qu'il sait exactement qui elle est, une mangeuse, comme lui. Effrayé mais intrigué, Marin finit par le suivre jusqu'à sa maison. L'endroit est sombre, silencieux, presque sinistre. Sully lui explique que les gens comme eux sont rares et dangereux pour les humains, et qu'ils doivent apprendre à se contrôler pour ne pas succomber à leur faim. Mais en explorant la maison, Marin découvre à l'étage une vieille femme à moitié vivante, allongée sur un lit. Horrifiée, elle comprend que Sully cache quelque chose de monstrueux. Celui-ci tente de la rassurer. Selon lui, il ne tue pas, il apprend à résister. Pourtant, le regard qu'il lui lance prouve que son appétit n'est jamais très loin. Sully lui affirme qu'il a trouvé la vieille femme déjà dans cet état, jurant qu'il ne tue jamais. Marin, troublé, peine à absorber toutes ces révélations. Elle demande un peu de temps pour réfléchir. Sully lui offre une chambre et lui assure qu'elle finira par comprendre, qu'elle finira par céder à sa vraie nature. Au petit matin, l'odeur de mort envahit la maison. Marin suit l'odeur jusqu'à la chambre, où elle découvre Sully en train de dévorer la vieille dame. D'abord figée, elle finit par céder à l'instinct, rejoignant Sully dans son festin macabre. Mais la nausée la prend vite, la chair humaine, crue, sans la moindre once d'assaisonnement, lui retourne l'estomac. Une fois rassasié, Sully montre à Marin son étrange rituel, il garde une mèche de cheveux de chacune de ses victimes, tressant les mèches en une longue corde. Quand elle lui demande qui fut la première, il avoue avoir dévoré son propre grand-père, et que sa mère avait couvert le crime. Marin est glacé d'effroi. Sully, lui, semble apaisé par ses souvenirs. Il lui propose de rester à ses côtés, promettant protection et compréhension. Mais Marin n'a qu'une idée en tête, retrouver sa mère. Elle n'a jamais su qui elle était, ni pourquoi son père refusait d'en parler. Alors, à l'aube suivante, pendant que Sully dort, elle rassemble ses affaires et s'enfuit discrètement. Dans le bus, alors que les champs défilent derrière la vitre, elle sursaute. Sully est là, dehors, planté sur le bord de la route, la fixant avec un regard vide et lourd. Marin détourne les yeux, le cœur battant. Sur la route, elle reprend la cassette laissée par son père. Sa voix fatiguée y confesse l'impensable. Un jour, alors qu'elle était enfant, elle avait disparu avec un camarade de camp, un garçon qu'on n'a jamais retrouvé. Marin comprend alors qu'elle l'avait mangé. Les jours suivants, affamée, elle tente de voler dans une petite supérette. Mais avant que la caissière ne la surprenne, un jeune homme intervient, provoquant une diversion. Il s'appelle Lee. Marin apprend bientôt qu'il est comme elle. Plus tard, elle découvre que l'homme de la supérette est mort, dévoré. Lee l'a tué pour survivre. Malgré l'horreur, Marin se sent étrangement soulagé de ne plus être seul. Ensemble, ils s'enfuient avec la voiture du défunt. Ils passent la nuit dans une maison abandonnée. Marin rêve de son père, de son abandon. Le matin, elle rejoint Lee pour déjeuner, et il rit timidement autour d'un repas volé. Quand elle lui parle de Sully, Lee fronce les sourcils. Il le trouve dangereux, manipulateur, un vieux type malsain. Marin hésite à le croire, mais une part d'elle sait qu'il a raison. Sur la route, il s'arrête dans un petit café. Une fillette observe Marin avec curiosité, fascinée par ses cheveux coupés courts et son air perdu. Puis la nuit tombe, et Lee gare la voiture au bord d'une forêt. Ils dorment ensemble, serrés sous une couverture, le vent sifflant à travers les vitres. Le lendemain, ils arrivent au Kentucky, chez la tante défunte de Lee. Pendant qu'il apprend à sa jeune sœur Kayla à conduire, Marin explore la maison. Elle découvre d'anciennes photos de Lee enfant, des sourires effacés, des regards tristes. Le matin suivant, Kayla frappe à la porte, furieuse. Elle ne supporte pas que son frère reparte déjà. « Tu fais comme papa » crie-t-elle, les larmes aux yeux. Lee tente de la rassurer, promettant de revenir dans 2 semaines, mais Kayla ne veut rien entendre. Elle s'enfuit en pleurant. Lee soupire, conscient de la douleur qu'il laisse derrière lui. Il rejoint Marin et lui dit qu'ils doivent partir avant que leur mère ne rentre.
Ce soir-là, il s'arrête près d'un abattoir où Lee travaillait autrefois. Marin s'inquiète de la présence d'un gardien, mais Lee la rassure, l'homme est sourd, il ne les entendra pas. Il pénètre dans le bâtiment désert et froid. Les chaînes, les crochets, les carcasses figées rappellent étrangement ce qu'ils sont vraiment. Lee dérobe quelques billets dans le bureau du contremaître, puis il s'éloigne, trouvant refuge dans un coin tranquille. Assis dans le silence, il se confie, deux âmes brisées en quête d'appartenance, cherchant encore ce que signifie vivre quand on est pour dévorer. Assis sous les néons délavés de l'abattoir, Marin et Lee se rapprochent peu à peu. Leurs confidences deviennent murmures, puis silence lourd. Quand Lee promet de l'accompagner dans sa quête pour retrouver sa mère, Marin le laisse l'embrasser. C'est un moment fragile, suspendu, comme si pour la première fois, deux êtres faits pour fuir osaient enfin s'attarder. Le lendemain, ils reprennent la route, traversant de longues plaines jusqu'à croiser deux hommes étranges. Jake et Bradley, des voyageurs au regard vide, à l'odeur trouble. Très vite, Marin et Lee comprennent qu'ils sont, eux aussi, des mangeurs. Le soir venu, autour d'un feu de fortune, Jake raconte ce qu'il appelle « les os et tout », une expérience où un mangeur dévore sa victime entièrement, sans rien laisser derrière lui. Marin, écœuré par cette idée, quitte le cercle et s'enferme dans la voiture, le cœur serré. Au milieu de la nuit, Lee attend que Jake et Bradley s'endorment, puis rejoint Marin. Mais Jake les entend. Il bondit de sa couverture et se met à courir après eux. Lee démarre en trombe, fuyant la silhouette hurlante dans le rétroviseur jusqu'à ce que les phares disparaissent dans la nuit. Ils finissent par atteindre une petite ville où un carnaval bat son plein. Les rires et la musique se mêlent à l'odeur du sucre brûlé. Mais Marin sent son appétit revenir, ce vide intérieur qu'elle tente en vain d'étouffer. Pour la nourrir, Lee prend les devants. Il remarque un homme qui ne cesse de le regarder, et d'un sourire charmeur, l'attire dans la confidence. Après son service, l'homme le rejoint à la lisière d'un champ de maïs. Sous les lumières lointaines du carnaval, l'illusion d'un moment d'intimité vire au drame. Lee l'attire dans l'ombre, puis met fin à sa vie d'un geste rapide et précis. Marin le rejoint. Ensemble, ils cèdent à leur nature, le cœur lourd mais le corps soumis à la faim. Une fois repus, ils se réfugient dans la maison du défunt. C'est là qu'ils découvrent la vérité, il avait une épouse, un bébé endormi dans la chambre voisine. Le choc est brutal. Marin chancelle. Elle comprend qu'ils n'ont pris la vie d'un homme, mais brisé celle d'une famille. Envahi par la honte, ils quittent les lieux à pied, abandonnant la voiture et leurs maigres affaires. Marin pleure en silence. Elle se demande comment elle pourra vivre ainsi, année après année, sans espoir de rédemption. Lee, impuissant, ne trouve pas les mots. Quelques jours plus tard, ils atteignent le Minnesota, où Marin retrouve Barbara Carn, la femme qui avait adopté sa mère biologique, Janelle. Barbara, sur la défensive, parle peu. Marin insiste, cherchant à comprendre. Quand elle demande si Janelle a déjà fait du mal à quelqu'un, Barbara s'emporte, puis finit par lui révéler la vérité. Sa mère est internée depuis des années dans un hôpital psychiatrique à Fergus Falls. Sans attendre, Marin prend la route avec Lee. À leur arrivée, une infirmière les accueille et la conduit jusqu'à la chambre. Là, assise dans un silence spectral, se tient Janelle. Amaigrie, affaiblie, les bras manquants. Sa voix est éteinte par les médicaments, son regard noyé dans la brume. L'infirmière tend à Marin une lettre que Janelle a écrite au fil des ans, espérant qu'un jour sa fille viendrait à elle. Dans ce texte, Marin découvre que sa mère portait la même malédiction, cette faim impossible à apaiser. Elle y explique qu'elle avait dû fuir, par amour, convaincue que le monde ne pouvait accepter ce qu'elles étaient. Les larmes aux yeux, Marin s'approche d'elle, cherchant un geste, un mot, une reconnaissance. Mais au lieu de cela, Janelle se jette sur elle, la saisissant, hurlant d'une rage inhumaine. L'infirmière intervient de justesse, séparant les deux femmes. Ébranlé, Marin s'enfuit de la pièce, les yeux rougis. Dehors, Lee l'attend. Elle lui annonce, tremblante, que sa mère est comme eux, peut-être pire encore. Elle crie sa colère, son désespoir, accusant Janelle d'avoir fui au lieu de l'aider à comprendre sa nature. Lee tente de la consoler, mais ses mots se perdent dans la tempête. Marin, submergé, repense à tout ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils sont. Elle se souvient du sang sur les mains de Lee, du regard du jeune homme qui l'a tué. Et tout remonte d'un coup. Deux êtres déchirés, unis par la faim et séparés par la honte. Marin affirme avec force que cette existence n'est pas celle qu'elle veut mener. Elle refuse de finir comme sa mère, prisonnière de sa propre nature. Après avoir roulé un moment, elle gare la voiture, rend l'argent volé, puis s'enfuit seule, décidée à rompre ce cercle de violence. Lee, profondément endormi, ignore tout de sa décision. Lorsqu'il se réveille et découvre son absence, il part aussitôt à sa recherche, le cœur battant. Quelques heures plus tard, Marin croise Sully. Il est là, dans l'ombre, patient, comme s'il l'avait suivi depuis le début. Il tente de la convaincre de revenir vers lui, de redevenir sa compagne de route. Mais Marin refuse catégoriquement. Blessé dans son orgueil, Sully laisse tomber le masque, sa voix tremble de colère et de rancune. Ce n'est pas la distance qu'il lui reproche, mais le rejet. Il la hait parce qu'elle l'a laissé seule, malgré tout ce qu'ils avaient partagé. Pendant ce temps, Lee est hanté par ses propres démons. Dans un cauchemar récurrent, il revoit la scène où, adolescent, il a tué son père violent pour protéger sa sœur Kayla. Un acte irréversible qui l'a condamné à errer sans jamais se pardonner. Les mois passent. Marin, désormais seul, revient dans la région. En croisant Kayla, elle apprend la vérité sur le passé de Lee. Un père cruel, des coups, puis ce geste fatal. Kayla confie à Marin qu'elle n'a jamais su toute la vérité, mais qu'elle soupçonne Lee d'avoir dissimulé le meurtre, faisant croire à une disparition. Marin finit par retrouver Lee. Lorsqu'elle le voit, elle court vers lui, le serre dans ses bras, et pour un instant, tout le reste s'efface. Ensemble, ils reprennent la route vers l'ouest, déterminés à recommencer à zéro.
Durant leur voyage, Marin lui avoue ce qu'elle a appris de Kayla. Lee hésite, puis se confie enfin. Il avoue avoir tué son père, et l'avoir dévoré. Une confession déchirante. Marin, au lieu de le rejeter, lui prend la main et murmure qu'elle aurait fait la même chose. Dans ce silence, un lien se resserre, fragile, sincère, presque apaisé. Les semaines suivantes, il s'installe dans une petite maison. Marin trouve un travail modeste. Pour la première fois, elle goûte à la normalité, à la possibilité d'un avenir sans fuite. Mais la paix ne dure pas. Une nuit, alors qu'elle rentre chez elle, Sully réapparaît. Il s'introduit silencieusement dans la maison, le regard brûlant de désir et de vengeance. Il la plaque au sol, lui murmure qu'il ne supporte plus de vivre sans elle. Dans ses mains tremble un couteau. Marin lutte, tente de le repousser. Puis, au détour d'un mouvement, elle aperçoit Lee, qui vient d'entrer. Leurs regards se croisent. En un éclair, Lee se jette sur Sully. La lutte est violente. Le couteau tombe, glisse sur le carrelage. Marin le saisit, dans un élan de terreur et de rage mêlée, frappe à plusieurs reprises. Sully s'effondre lentement, le souffle coupé. Ensemble, ils traînent son corps vers la salle de bain. Marin, tremblante, achève ce qu'ils ont commencé, mettant fin au cauchemar. Puis, dans un silence déchirant, elle découvre dans le sac de Sully une tresse de cheveux, ceux de Kayla. L'horreur la foudroie. En se retournant, elle comprend que Lee est blessé, profondément. Une plaie ouverte à la poitrine, provoquée pendant la bagarre. Il s'effondre. Elle le rattrape, le serre contre elle, les larmes brouillant sa vue. Lee, haletant, lui demande une dernière chose, ne pas le laisser partir en vain. Il la supplie de faire ce qu'ils ont toujours fait pour survivre. Marin secoue la tête, refuse, le supplie de rester. Mais il insiste, avec un sourire apaisé. Finalement, dans un acte d'amour et de désespoir, Marin obéit. Elle le serre contre elle, pleure, puis accomplit son dernier souhait. Quand tout s'achève, elle reste seule, baignée dans la lumière blafarde du matin. Personne ne saura jamais si elle a continué à vivre parmi les hommes ou si elle a choisi de disparaître dans l'ombre. Un vent froid passe sur la maison. Dans le silence, le monde reprend sa respiration. Abonne-toi.